Bonjour à tous. Merci tout d'abord Gilles pour ton accueil, toi et l'ensemble des élus du département de la région. Je dois dire que tu as très bien relevé le challenge après l'expérience dunkerquoise il y a un an, et on est vraiment ravis de découvrir ta belle ville et une belle région qu'on ne connaît pas assez, mais qu'on va venir visiter plus souvent, j'en doute pas. Merci aussi de me donner l'occasion, un an après vous avoir accueilli à Dunkerque, de faire le point sur l'expérience dunkerquoise, ce qu'à Dunkerque on appelle un peu la révolution dunkerquoise, la révolution des mobilités. Ce sera l'occasion de présenter effectivement les résultats après un an, mais aussi peut-être en amont, pour ceux qui ne connaissent pas Dunkerque, le rappel du contexte. Alors je vais commencer et passer, si j'arrive, voilà, non, c'est pas ça. Voilà. Tout d'abord, un rappel de l'histoire. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu le film de Christopher Nolan. Dunkerque est une ville qui a beaucoup souffert de l'ensemble des conflits européens contemporains et plus anciens, et en particulier de la Seconde Guerre mondiale, et a été quasiment totalement rasée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et le 9 mai 1945, jour de libération de Dunkerque, il restait moins de 200 Dunkerquois dans la ville. Donc vous imaginez une ville fantôme, rasée très largement. Pourquoi je vous évoque ce passé, évidemment un passé douloureux pour Dunkerque? C'est tout simplement parce que ce passé a beaucoup compté dans l'histoire de cette ville et ce qu'est sa réalité aujourd'hui, puisqu'elle a été la ville reconstruite dans les années 50-60 à un moment où évidemment le règne de l'automobile était puissant. Et jusqu'aux places, là vous voyez la place Jean Bart en haut à droite, totalement dédiée à la voiture, et même des canaux ont été recouverts d'autoroutes urbaines, donnant une large place à la voiture. À Dunkerque, on considère qu'il y a un embouteillage quand vous attendez 2 feux rouges. Vous pouvez vous garer logiquement à moins de 10 mètres de l'endroit où vous allez, donc vous êtes vraiment dans l'univers de l'automobile, c'est mieux que Détroit. Donc je vais passer à la diapositive suivante. Voilà. La conséquence, évidemment, en matière de déplacement est immédiate. En 2015, lorsqu'on a fait la dernière enquête déplacement, on s'est aperçu que le vélo représentait à peu près 1% des déplacements dans l'agglomération, ce qui, pour une ville du Nord, est quand même pas exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire, que le transport collectif était passé sous la barre des 5% de déplacements, faisant de Dunkerque sans doute l'un des plus mauvais élèves à l'échelle nationale, et que l'automobile atteignait 2/3 des déplacements, mais surtout continuait à gagner des parts de marché. C'est-à-dire au cours des 10 dernières années, la voiture avait gagné comme ça encore 4% de parts de marché dans les déplacements. Donc non seulement on était dans une ville de l'automobile, mais on était dans une ville qui était de plus en plus dépendante de l'automobile. Ce qui posait un certain nombre de conséquences. Première conséquence, évidemment, une conséquence en termes de pouvoir d'achat. La voiture, c'est cher. Avant même de polluer, ça coûte très cher. On avait fait l'évaluation avec l'agence d'urbanisme. C'est 500 000 € dépensés par les Dunkerquois en carburant chaque jour. Et donc, évidemment, si les Gilets jaunes, à un moment donné, se retrouvaient sur les ronds-points en parlant de pouvoir d'achat, la mobilité n'y est absolument pas étrangère. Donc déjà, dans une agglomération populaire, agglomération moyenne populaire, la question du pouvoir d'achat était un vrai problème de cette ultra-domination de la voiture. Deuxième problème, évidemment, la pollution de l'air, avec à Dunkerque un double problème, puisque comme nous sommes dans une agglomération industrielle, la population était peu sensible à l'impact de la voiture sur la pollution de l'air. C'est-à-dire, grosso modo, à Dunkerque, quand vous prenez votre voiture, vous ne vous sentez absolument pas responsable ou coupable d'une moindre pollution de l'air, puisque de toute façon, c'est l'industrie qui vous pollue. Donc, non seulement nous avions une problématique de pollution de l'air liée à la voiture, mais en plus une population totalement insensible à la place que la voiture peut occuper dans cette partie-là. Et enfin, un autre problème environnemental, l'occupation foncière, parce qu'une voiture, c'est 10 mètres carrés. Et je me souviens, quand je suis devenu maire en 2014, je recevais régulièrement les courriers, notamment des commerçants, évidemment, du centre-ville, mais pas seulement, aussi des habitants, des usagers, pour dire, mais enfin, créer des places de parking en centre-ville. Le problème, c'est que déjà, un quart de la surface du centre-ville était occupée par des places de stationnement, et que dans le centre-ville de Dunkerque, ce qui manquait, c'était d'abord des habitants, justement, pour soutenir le commerce local, avec les premiers chalands du commerce, des parcs, des commerces, finalement tout sauf du parking.
Et donc on voyait bien qu'on était dans le mur, on était dans un cercle vicieux en matière de création de places de stationnement et appauvrissement en fait en réalité du centre-ville. Donc pour toutes ces raisons, on s'est dit il ne nous faut pas sur la mobilité une innovation incrémentale, il ne nous faut pas quelque chose à la marge qui va modifier un peu les équilibres à Dunkerque. Pour rééquilibrer les modes de déplacement, il nous faut une rupture, il nous faut une innovation de rupture. Cette innovation de rupture, la voilà, on l'a appelée, c'est le projet DK+ de mobilité. C'est comme ça qu'on a intitulé la rupture sur les mobilités à Dunkerque. L'idée, première idée, en fait on est parti dans 3 directions. On a mis le paquet sur le transport collectif pour résumer. D'abord, améliorer la qualité du réseau de transport collectif. Bien entendu, il ne faut pas opposer gratuité et performance d'un réseau. Évidemment, voilà, ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, c'est important de le rappeler. Donc, bien entendu, on s'est posé la question de la qualité. Ne serait-ce que parce qu'on avait bien entendu anticipé la gratuité, on savait qu'on allait avoir un apport d'usagers. Et donc, si vous ne changez pas votre réseau alors que vous avez beaucoup plus d'usagers, vous allez avoir de gros problèmes. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé en Pologne à la ville de Jory quand elle est passée à la gratuité en n'anticipant pas la modification du réseau. Donc, bien entendu, on a joué sur la qualité du réseau. Deuxième facteur, non, je ne vais pas appuyer. Voilà. Deuxième facteur, essayer de profiter de ce qu'on a appelé l'effet tramway dans les années 80-90. Vous vous souvenez des villes comme Strasbourg, Nantes, etc. ont développé le tramway et on dit « ah, c'est formidable, le tramway, ça change la ville ». Non, ce n'est pas le tramway qui a changé la ville, c'est la modification des espaces publics qui a changé la ville. Et donc on s'est dit, on peut avoir l'effet tramway sans le tramway, parce que le tramway dans une ville moyenne, ça coûte très cher, et même beaucoup plus cher pour nous que la gratuité. Et donc on s'est dit, on peut avoir l'effet tramway, c'est-à-dire un retravail des espaces publics avec quelque chose de suffisamment important, de suffisamment disruptif en matière de mobilité. Et la gratuité du transport public permet d'avoir l'effet tramway, c'est-à-dire permet de dire à la population, écoutez, pendant 1 an, pendant 2 ans, on va refaire profondément les espaces publics, mais à la fin, vous avez la gratuité du transport public. Et je le dis pour toutes les collectivités qui veulent basculer dans la gratuité, utilisez-le aussi comme un levier de transformation de l'agglomération, parce que c'est un levier extrêmement puissant, comme l'a été le tramway pendant un moment, mais il ne faut pas voir le tramway comme seul outil de transformation des espaces publics d'une agglomération. Et enfin, lancer la révolution de la gratuité donc en 2 temps, la gratuité le week-end en 2015, pour crédibiliser en fait la parole politique, et puis pour expérimenter, puis la gratuité totale en 2018. Alors, évidemment, la question qui vient derrière, voilà, c'est pourquoi la gratuité en plus de tout ça? Pour plein de raisons. D'abord, je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire une innovation incrémentale, il ne s'agit pas de jouer à la marge. Dans la tête des Dunkerquois, enfin, il y avait dans la tête des Dunkerquois, c'est plus une réalité aujourd'hui, dans la tête des Dunkerquois qui avaient une voiture, en 2014, il n'y avait pas de bus. Moi, je reconnais, je suis Dunkerquois, j'avais une voiture, jamais dans ma vie, je n'ai fait un arbitrage entre le transport collectif et la voiture avant 2014. Le bus n'existait pas dans la tête de ceux qui avaient une voiture. C'était vraiment psychologique. Et donc, à un moment, si vous faites des innovations à la marge, ça ne fait pas exister dans la tête de ceux qui ont une voiture le transport collectif comme une alternative. Il faut donc un choc massif, un choc psychologique. Le tramway en a été un dans certains endroits, pas toujours. La gratuité en est un à coup sûr. Je peux vous dire que dans tous les bars de Dunkerque, dans tous les dîners en ville, on a parlé de la gratuité au moins pendant 1 an. C'est-à-dire en termes d'outils de communication, pour transformer les pratiques de mobilité, il n'y a pas plus puissant que la gratuité. Et puis, il s'agissait aussi de rééquilibrer les modes de déplacement dans une logique environnementale. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la consommation foncière, je vous ai parlé de la pollution. Le but du jeu était aussi effectivement d'atteindre du report modal, de transformer des déplacements faits en voiture en déplacements en transport collectif. Nous verrons les résultats. Ensuite, la lutte contre l'exclusion sociale et l'isolement des personnes âgées. On avait un sentiment à Dunkerque, et vous verrez les résultats tout à l'heure comme quoi il était fondé, que la tarification sociale n'était pas si efficace qu'on le croit. Elle est mise en avant, comme ça, par beaucoup d'élus, mais quand on l'analyse, quand on l'évalue, d'abord elle a fait l'objet d'aucune évaluation, et je me félicite, Louis, tu as relevé le gant, Louis Nègre, président du GART, a relevé le gant, le GART va faire une évaluation de la tarification sociale, tu as raison Louis, parce que c'est une politique qui n'a pas été évaluée. Et nous, à Dunkerque, vous verrez qu'on a eu beaucoup de surprises avec la gratuité,
la tarification sociale n'est pas aussi efficace qu'on le croit. Et puis, au-delà de ça, le but du jeu était aussi de trouver une nouvelle convivialité dans la mobilité. Essayer de trouver, finalement, de faire des bus que j'appelais un jour dans la presse, les bistrots-dieurs, c'est-à-dire des lieux de vie collective, des lieux de vie sociale où on se parle, où il y a une mixité. Vous savez, ces lieux qui disparaissent un peu dans l'agglomération, mais qu'un maire doit absolument chercher à créer s'il ne veut pas, justement, qu'on aille vers une société encore plus individualiste. Et puis, le dernier trait, c'est que nous voulions donner du pouvoir d'achat à la population. On avait pris cet engagement en 2014. Et à choisir entre une baisse d'une taxe foncière maintenant, puisque la taxe d'habitation va disparaître, ou la restitution du ticket de bus, en matière de redistribution sociale, vous faites le calcul, c'est beaucoup plus juste de rendre le ticket de bus que de baisser la taxe foncière. Donc quand vous voulez redonner du pouvoir d'achat à la population, finalement la gratuité du transport public, ça propose à des publics du pouvoir d'achat qui constituent votre cœur de cible. Donc voilà pourquoi on a choisi en plus la gratuité. La question qui vient après, c'est évidemment la question du coût. Comment on a fait ? Je passe sur l'investissement qui a été fait justement pour les espaces publics. Je viens juste sur l'équilibre du budget de fonctionnement. En fonctionnement, ça nous a coûté 17 millions d'euros de plus chaque année. Voilà, c'est le budget de fonctionnement, il a augmenté de 17 millions. Comment ça se répartit en dépenses ? Pour effacer la gratuité, pour passer à la gratuité, pour effacer les billets et les abonnements, c'est 4,5 millions, 4,5 millions d'euros par an. De l'autre côté, comme on a choisi d'améliorer le réseau, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, ne jamais opposer la gratuité à la performance du réseau, jamais. Donc évidemment, on a amélioré les fréquences, on a créé deux nouvelles lignes, tout ça a représenté 12,5 millions d'euros. Évidemment, améliorer un réseau coûte plus cher qu'effacer du billet chez nous, puisque nous avions une tarification sociale généreuse et les captifs dans le transport collectif. Total, 17 millions. Où est-ce qu'on a été chercher les recettes pérennes ? Des recettes pérennes. D'abord, il y a eu une situation conjoncturelle particulière à Dunkerque. Mon prédécesseur avait un projet d'aréna, c'est-à-dire une salle de spectacle culturel et sportif de 10 000 places à Dunkerque, qui allait coûter à la collectivité 250 millions d'euros, vous rêvez pas, 250 millions d'euros, qui allait se faire en PPP, partenariat public-privé, qui allait coûter entre 8 et 9 millions d'euros pendant 35 ans à la collectivité. Vous vous doutez que dans l'élection, j'ai pris une position contre ce projet. Mon grand avantage, c'est que mon prédécesseur avait prévu le financement de ce projet. Donc, à mon arrivée, bien entendu, j'ai annulé ce projet d'aréna, mais j'ai gardé la recette. La recette, en fait, était subtile. C'était d'un versement transport, l'augmentation du versement transport en 2011, donc au mandat précédent, de 0,5 points, qui visait en fait à baisser l'apport du budget de la communauté urbaine au budget transport. Donc, en fait, il avait augmenté le VT et donc rapporté 8 millions d'euros de plus dans les caisses du transport, et donc pouvoir diminuer la contribution de la communauté urbaine du budget général au transport pour pouvoir financer l'ARENA. C'était ça, évidemment, la martingale financière. Ce que j'ai fait, c'était tout simple. Je n'ai pas eu besoin de diminuer le budget communautaire au budget transport. J'ai laissé finalement l'augmentation du versement transport de 2011 au transport et au budget transport. Et on a même rajouté 7 millions d'apport de la collectivité qui a été fait sur des économies de gestion, sur des choix politiques. Vous le voyez, c'est 1,6% du budget de fonctionnement de la communauté urbaine. Donc évidemment, c'était un effort tout à fait possible à Dunkerque. Bien entendu, dans une autre collectivité, cet effort peut être beaucoup plus important. Bien entendu, il y a un rapport coût-avantage à faire. Le seul défaut de la gratuité du transport public et des projets comme ça, c'est leur coût, c'est le seul défaut. Mais après, c'est une question de choix politique. Je dis juste un mot, non, je ne sais pas, je n'ai pas appuyé. Je dis juste un mot sur le budget quand même, puisqu'on a évoqué la participation des entreprises. Donc nous l'avons fait sans augmentation de la fiscalité, vous voyez évidemment dans le mandat, puisque c'est mon prédécesseur qui l'avait fait. Mais aujourd'hui, quand je rencontre le président de la Chambre de commerce, il est favorable à une augmentation du versement transport. C'est-à-dire aujourd'hui, on est à 1,55, notre plafond est à 2. Et aujourd'hui, mon président de Chambre de commerce me dit « Écoute, on est favorable pour passer à 2 parce qu'on reconnaît que le réseau s'est complètement modifié, que maintenant on a le transport collectif qui est rentré. Donc on ne voit pas tous les jours quand même des présidents de Chambre de commerce qui souhaitent une augmentation de la fiscalité. Donc voilà, je voulais le signaler. Deuxième chose sur le budget aussi, très souvent on parle du budget de la collectivité, mais on parle rarement de l'impact économique pour la population. Les 17 millions
ils ne sont pas partis en fumée. 4,5 millions, ils ont été restitués aux Dunkerquois. Mon territoire ne s'est pas appauvri. Les 12,5 millions, c'est essentiellement de la masse salariale de nouveaux chauffeurs, c'est de l'emploi local. Il n'est pas perdu cet argent pour le local. Par contre, les gains de pouvoir d'achat de tous ceux qui ont fait le choix de passer de la voiture au bus, ça c'est du gain. C'est juste de l'argent qui partait en fumée, en essence, qui maintenant est dans la poche de mes concitoyens. Donc quand on regarde ce projet, il a enrichi le territoire. Il a peut-être coûté 17 millions d'euros à la collectivité, mais le territoire s'en est retrouvé plus riche. Et ça, je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête. C'est quoi le référence quand on reparle de budget? Je vais donc sur la suite, donc les résultats. Donc là, vous avez la fréquentation en semaine. Le trait rouge que vous avez en bas, c'est le niveau d'une semaine moyenne hors vacances scolaires. Hein. Et donc, les pourcentages que vous avez en augmentation sont les pourcentages par rapport à une semaine normale. Les creux, évidemment, sont les vacances scolaires. Vous reconnaissez les grandes vacances. Le dernier chiffre, complètement à droite, est encore en voie de fluctuation, puisqu'on a un système par cellule qui s'ajuste. Donc on sera probablement un peu au-dessus pour la semaine de rentrée qui vient de s'écouler. Mais vous avez un profil là sur l'ensemble de l'année. Ce qu'on constate globalement, c'est une augmentation qui progresse en semaine, c'est-à-dire qu'on voit finalement que l'effet gratuité continue très très largement, il continue à progresser et il est quand même assez gigantesque, quoi. Plus 65% en moyenne sur le premier semestre de cette année et un pic aux alentours de plus 80 à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, voilà ce qui a été à peu près le pic de fréquentation. Et on repart aujourd'hui sur des standards plus élevés qu'il y a un an et il est très probable qu'on crève ce plafond au cours des mois qui viennent. Donc on voit quand même, on n'est pas tout à fait au doublement en semaine, mais on n'est plus très très loin de l'objectif, hein, qui était l'objectif initial, le doublement en semaine. Donc on voit quand même la croissance de la fréquentation. On peut passer au samedi. Parce que je me demande si c'est moi qui passe, c'est pour ça que je lis. Voilà. On passe au samedi. Alors, le samedi, c'est assez extraordinaire. Ce n'est pas une progression. Tout de suite, on est très haut. Vous voyez, on est à des chiffres quand même où on est largement tout de suite au doublement de la fréquentation, tout de suite le samedi, mais plutôt des variations liées aux événements en fait, du week-end, plus qu'un effet structurel de fond. Avec des progressions assez incroyables. Hein. Le samedi, on a vu exploser la fréquentation du transport collectif, si bien que le samedi est quasiment devenu un jour de semaine à Dunkerque. On est quasiment sur des niveaux de fréquentation qui avoisinent le jour de semaine, ce qui était très 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 loin d'être le cas avant la gratuité. Et enfin le dimanche, même conséquence que le samedi, tout de suite une progression très très forte, tout de suite, dès la mise en place de la gratuité, vous voyez, on est quasiment au triplement à un moment, et évidemment avec des pics intéressants. Il est intéressant le pic à plus 337%, vous l'avez reconnu, c'est le carnaval de Dunkerque, évidemment la bande de Dunkerque, un dimanche. Alors pourquoi c'est important en plus? Parce que les gens avaient l'habitude de venir au carnaval en voiture. Grâce à la gratuité du transport public, ils ont développé une culture du transport collectif. Ce n'est pas simplement une logique de mobilité là. Il y a peut-être des vies qui ont été sauvées ce jour-là. Donc effectivement, avec un changement de culture par rapport aux mobilités, on a peut-être sauvé des vies et on est en train de changer les pratiques pour faire la fête maintenant à Dunkerque. Ah, j'ai perdu mon fil. Voilà, donc on va passer à la suivante. Alors, pourquoi cette explosion de la fréquentation, et comment on peut l'analyser? Bon, donc, la moitié des usagers déclarent utiliser le bus plus souvent, hein, vous l'avez vu, c'est un quasi-doublement de la fréquentation. Quand on pose la question finalement aux personnes, c'est bien ça. C'est bien la gratuité qui les a fait monter dans le bus, 84%, et non effectivement tout de suite l'efficacité du réseau. Moi j'ai l'habitude d'utiliser une phrase quand je dis ça, parce que encore une fois, il ne faut jamais opposer la gratuité à la performance, c'est en lettres d'or. La gratuité pour faire monter les gens dans le bus, la qualité pour les fidéliser. Et donc les deux sont absolument indissociables. Voilà. On peut passer à la suivante. Voilà. Alors, le report modal, c'est toujours une question qui me posait. Maintenant, on a des réponses. Donc, parmi les nouveaux usagers, enfin les nouveaux déplacements faits en bus et qui ne se faisaient pas avant, dans le bus. Donc, 48% viennent de la voiture. Donc, un nouveau déplacement sur deux était auparavant effectué en voiture. Un report modal, donc, de 50% sur les nouveaux déplacements. Enfin, 48% pour être précis. Ce qui est très important et qui nous satisfait bien. Bien entendu,
dans d'autres agglomérations, ce résultat pourrait ne pas être aussi bon. Pourquoi il est bon à Dunkerque? Je vous ai raconté l'histoire de Dunkerque, une ville de la voiture, où dans le transport collectif, il n'y avait que les captifs. Donc nous pouvions qu'avoir un report modal positif, effectivement, puisqu'on partait d'une situation très dépendante de la voiture. 48% est quand même, très sincèrement, au-delà de mes espérances, et on voit effectivement qu'il s'est passé quelque chose par rapport à la voiture. On a même 10% aujourd'hui qui déclarent s'être débarrassés de leur deuxième voiture. Vous imaginez le gain de pouvoir d'achat à la clé, il est assez considérable. La bonne surprise, c'est le deuxième. Et là, qui a été une vraie surprise pour moi, et quand on parle de tarification sociale, ce chiffre, il doit interroger. 33% des nouveaux déplacements ne se faisaient pas auparavant. Et Dunkerque était parmi les tarifications sociales les plus généreuses. C'était gratuit pour les plus âgés. Et pourtant, on a aujourd'hui une augmentation de la fréquentation des plus âgés dans le transport collectif. Ce qui pose de vraies questions, c'est pour ça que je dis, sur l'efficacité de la tarification sociale. On voit aujourd'hui qu'avec la gratuité du transport public, eh oui, des personnes qui ne pouvaient pas se payer le ticket de bus, des personnes qui ne voulaient pas faire l'effort, qui avaient renoncé à la mobilité d'aller chercher une carte pour avoir la gratuité, ou qui ne voulaient pas être dans une catégorie stigmatisée, comme l'a très bien dit Madame la maire de Sainte-Julie, eh bien, effectivement, ne bénéficiaient pas de ça. Et le passage à la gratuité, un tiers des nouveaux déplacements, c'est des déplacements qui ne se faisaient pas. En termes de lien social, c'est évidemment un enjeu gigantesque pour un élu. Et puis, parce qu'il y a des chercheurs qui ont l'habitude de dire quelques trucs qui me surprennent par moment, 11,5% des nouveaux déplacements étaient effectués à vélo. C'est normal, on n'avait quasiment pas de vélo. Un Dunkerque qui ne risquait pas de monter dans le bus. Hein. Et ce qui est intéressant pour le vélo, c'est qu'en parallèle au projet des K+ de mobilité, l'usage du vélo a progressé d'à peu près 30% sur l'agglomération. C'est-à-dire que, et c'est notamment le projet des K+ de mobilité avec le nouveau partage de la voirie qui a permis ça, bien entendu. Mais donc, non seulement le projet des K+ de mobilité n'a pas limité l'usage du vélo à Dunkerque parce que des cyclistes seraient montés dans le bus, bien au contraire. En parallèle du projet, l'usage du vélo a augmenté à Dunkerque globalement, et ce n'est pas évidemment le bus qui lui a fait une très très forte concurrence. 21% des trajets, des nouveaux trajets, la somme fait plus de 100 bien entendu, puisque certains ont pu répondre 2 fois, mais 21% étaient des trajets effectués à pied. Maxime Huret, qui est le chercheur qui travaille chez nous, il est dans la salle, je le sais, pense que c'est essentiellement lié d'ailleurs à des déplacements pénibles. Vous savez, les collégiens qui portent des sacs lourds ou à un moment donné, vous êtes fatigué du boulot, vous n'avez pas d'abonnement de bus, donc vous allez rentrer à pied. Mais là, effectivement, maintenant, vous faites le choix de rentrer. Mais surtout, moi, ce n'est pas tellement ça que je retiens, c'est que 20% de l'ensemble des usagers déclarent marcher plus. C'est-à-dire que, globalement, les Dunkerquois marchent plus. Et c'est logique. Parce que tous ceux qui ont lâché leur voiture, maintenant, doivent aller à l'arrêt de bus et ensuite doivent aller de l'arrêt de bus à leur travail ou autre. Et donc, globalement, pour la santé des Dunkerquois en termes de marge, c'est un projet qui a été positif. Donc, quand on vous dit que la gratuité du transport collectif joue contre les cyclistes et les piétons, mettez ça en doute, parce que franchement, l'exemple Dunkerquois l'a battu en brèche avec une force assez impressionnante. On peut passer à la diapositive suivante. Évidemment aussi, il y a des effets induits du projet des K+ de mobilité. Un effet induit, bien entendu, sur l'image du territoire. Je pense que vous avez forcément dans cette salle entendu un jour parler de Dunkerque et de ces bus gratuits. C'est vrai qu'on en a fait une communication nationale et c'est vrai que ça a eu un impact positif sur l'image du territoire. Le centre-ville a été aussi le grand gagnant de la gratuité du transport public. Je sais que le maire de Niort le dit également. Ce qui l'a le plus surpris avec la gratuité du transport public, c'est effectivement le plus pour le centre-ville. Vous savez, dans des agglomérations moyennes, l'enjeu du centre-ville est un enjeu immense. Avoir un dispositif, avoir une politique publique qui joue en faveur du centre-ville, c'est intéressant à avoir en tête. Enfin, les jeunes, et je peux vous dire, je le vis au quotidien, 50% d'entre eux ont moins de 29 ans de ceux qui viennent plus dans le centre-ville. La mobilité des jeunes. C'est incroyable ce qui est en train de se passer à Dunkerque. Beaucoup de jeunes le disent. Il y a une forme d'autonomie plus grande grâce à la mobilité, grâce au réseau de transport public gratuit. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas vous mettre en chiffres. Il y a l'engouement de la population au quotidien. Il y a le lien social. Vous savez, en ce moment, j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de Dunkerquois. Ce n'est pas qu'en ce moment, je le fais très régulièrement. J'avais théorisé quelque chose qui s'appelle la création des lieux de vie collective. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on est maire,
On doit se poser la question de comment on fait pour que les catégories sociales se frottent. On a le sport, on a la fête, mais il nous manque ces lieux de vie collective. Et pour moi, évidemment, dans mon objectif de gratuité du transport public, j'avais aussi cette idée de créer des lieux de vie collective. Ce qui me surprend, c'est que les Dunkerquois me le disent, m'en parlent. Je pensais que c'était un objectif théorique que j'avais et qui allait rester en moi, mais non. Les Dunkerquois me disent leur plaisir de pouvoir échanger, de découvrir, de faire des connaissances. Il y a même une expression qui existe maintenant à Dunkerque, c'est le copain de bus ou la copine de bus. Celui que vous voyez monter à un arrêt. Et ça, ce lien social, ce qui est en train de se passer dans la ville à Dunkerque aujourd'hui, eh bien, je peux vous dire très sincèrement, pour un élu, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, je voulais vous partager à un moment donné cette expérience. Dernière diapositive, et je m'en arrêterai là, le lien avec le débat national. Je vous ai parlé de Dunkerque, pour l'instant, le lien avec le débat national. Je suis content au moins d'une chose, c'est que la gratuité du transport public à Dunkerque a battu en brèche des poncifs, des préjugés, qui venaient d'une faible analyse finalement de ce débat en France. Ça y est, définitivement, on a mis les incivilités et l'insécurité liées à la gratuité aux oubliettes. Il était temps. Il était temps. J'entendais encore, il y a encore 2 ou 3 ans, peut-être même encore, vous l'avez, ce poncif comme quoi la gratuité pourrait générer des incivilités et de l'insécurité. Enfin, c'est fini. Enfin, on a pris conscience que la gratuité des transports publics allait plutôt dans un sens d'une diminution des incivilités, notamment rapportées au nombre de voyageurs. Enfin, on a battu en brèche ce que certains continuent à répéter, que ça ne met que des cyclistes et des piétons dans les bus, la gratuité du transport public. On a battu en brèche pas mal de poncifs. Enfin, on a battu en brèche le fait qu'on n'a plus d'argent pour investir après. Je m'arrête juste là-dessus parce que ça a été dit à un moment. À Dunkerque, la billettique me rapportait à peu près 12%. Voilà. Demain, je veux développer encore le réseau de transport public. Admettons qu'une mesure de fréquence, d'amélioration de la fréquence, me coûte à peu près 1 million de plus par an. Vous pensez que c'est les 100 000 € de recettes de la billettique qui feront prendre la décision à l'élu? Vous pensez que 10% ou 12%, et même si c'était 20%, vous pensez que c'est ça qui est le ressort d'un investissement d'une collectivité publique? Mais enfin, quand on parle d'un investissement d'1 million d'euros et qu'il peut y avoir au mieux des recettes à 120 000 ou à 200 000 €, ce n'est pas le fondement de l'investissement public. Évidemment, on n'est pas à l'échelle. Et donc, ce n'est évidemment pas la billettique qui va être le moteur de l'investissement de demain, mais bien le choix politique, la volonté des élus d'investir sur la mobilité et de créer d'autres modèles. Et donc ça aussi, c'est un poncif qu'on a battu en brèche à Dunkerque, et je puis vous dire qu'on va continuer à améliorer le réseau et de continuer à améliorer la mobilité collective, parce que cela a été dit par Madame la maire, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu planétaire, c'est un enjeu environnemental, et si on compte simplement sur un comportement vertueux, sur une conscience pour l'environnement, on mettra trop de temps pour atteindre nos objectifs. Alors il faudra inventer d'autres politiques publiques pour aller beaucoup plus vite et faire que notre société évolue dans le bon sens, à la bonne vitesse. Je vous en remercie.